vient de rentrer de chez Fred, dont le restaurant est climatisé. Il a copieusement déjeuné. Il est maintenant assis dans son fauteuil, près de la vitrine, juste sous le ventilateur. Billy Wood est un petit homme aux jambes courtes, mais carré d'épaules. Il tient ses mains croisées sur son estomac et sa tête tombe vers l'avant. Il n'est ni vraiment endormi, ni complètement éveillé, mais dans un état intermédiaire. Il reste vaguement conscient des bruits de la rue, sans pourtant les entendre vraiment. C'est dans cet état de demi-engourdissement qu'il entend quelqu'un pénétrer dans sa boutique. Il se décide à ouvrir les yeux. Un homme se tient devant lui, qui, en dépit de la chaleur, porte un costume sombre, une chemise blanche et une cravate. Il tient à la main une mallette noire. Billy Wood le jauge d'un seul coup d'œil. À l'évidence, il s'agit d'un représentant de commerce, visiteur importun s'il en est par une telle chaleur. « Je voudrais faire un achat », dit l'homme. Du coup, les yeux de Billy s'ouvrent tout grands, comme si l'arrivant avait prononcé une formule magique. « Naturellement, monsieur, bien sûr. » Billy Wood se lève de son fauteuil, redevenant instantanément le commerçant obligeant et attentif qu'il est d'ordinaire. « Quel est l'article qui vous intéresse, monsieur? Une canne à pêche, peut-être? Ou une belle série de clubs de golf? »« Non. Un revolver, » répond l'autre. Billy le guide vers le fond de la boutique et se glisse d'un air compétent derrière une vitrine plate. Posant les mains sur celle-ci, il interroge en souriant. « Vous voulez regarder nos pistolets, monsieur? »« Oui. »« Vous avez été bien inspiré de vous adresser à moi, » dit Billy avec orgueil. « Si vous ne trouvez pas chez moi l'arme qui vous intéresse, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. »« C'est bien ce que j'ai pensé, » fait l'homme tout en examinant attentivement les revolvers de la vitrine. Billy l'observe. Pourquoi diantre ce client veut-il se procurer une arme? Par souci? Par besoin de se protéger? Ou simplement pour le sport? Oui, il veut peut-être s'entraîner au tir. Et s'il pensait attaquer une banque? Non, ça n'a pas l'air d'être son genre, songe Billy en souriant intérieurement. Mais on ne sait jamais, il ne faut pas se fier aux apparences. En soupirant, Billy essuie du revers de la main son front couvert de sueur. Il fait chaud, hein, monsieur? Drôlement chaud. L'homme lève les yeux un instant, puis abaisse de nouveau son regard. Il n'est pas bien bavard. Dommage. Un client qui aime parler est plus facile à mettre à l'aise, plus confiant généralement. Billy connaît toutes les astuces du bon vendeur. « Ce genre de chaleur vous abat son homme, » reprend-il. « Les gros en souffrent plus que les autres. »« Vraiment ? » ?»« Ah oui, monsieur, sans aucun doute. Tenez, Mina, ma femme, elle est forte, elle aussi, de partout, » ajoute-t-il en dessinant un cercle de ses bras. Je lui dis toujours de se restreindre un peu, mais elle m'écoute pas. Hein. Autant parler à un mur. Il faut vous dire, monsieur, elle adore manger. L'homme frappe légèrement de l'index sur la vitrine, comme s'il n'avait pas suivi un seul mot de la géniale dissertation de Billy. Faites-moi voir celui-ci, l'automatique. Billy déverrouille et soulève le couvercle de la vitrine. « Il vient des surplus de l'armée, monsieur, » dit-il en prenant la pièce pour la tendre à son interlocuteur. « Je peux vous en proposer un prix très très intéressant. » Comment se fait-il que l'armée ne sert plus de ses revolvers? Questionne l'homme. Bah, comment savoir ce qui se passe dans la tête des grands responsables de l'armée? Répond Billy du tac au tac. L'homme pousse le cran de dégagement du chargeur. Ce dernier, vide, saute et tombe dans sa paume ouverte. L'inconnu le remet en place avec un claquement sec. À l'évidence, le maniement des armes à feu lui est familier. Vous l'avez bien en main, n'est-ce pas, monsieur? Vous avez de quoi le charger? Naturellement, monsieur, j'ai des tonnes de munitions. Se courbant de nouveau vers la vitrine, Billy en sort une boîte de balles de calibre 45 qu'il dépose sur le bout du comptoir. L'homme ouvre la boîte et glisse aussitôt
5 balles dans le chargeur vide. Puis, après l'avoir remise en place, il lève le bras pour pointer le canon de l'arme vers le plafond. D'un geste lent, il le fait ensuite redescendre jusqu'à ce qu'il se trouve à la hauteur de la tête de Billy. Notre brave commerçant a les yeux qui lui sortent des orbites, tandis que l'inconnu le considère d'un air amusé, comme s'il s'agissait d'une bonne blague. Billy, qui pour l'instant a perdu tout sens de l'humour, tente de repousser l'arme sur le côté. « Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur ?»« Que voulez-vous dire ?» ironise l'autre. « Mais vous êtes fou !» proteste Billy. « Faut jamais pointer un revolver chargé sur la tête de quelqu'un. »« Vous m'avez vu l'armer ?» rétorque l'inconnu. « Non, balbutie Billy à présent inquiet. « Bien. Si je ne l'ai pas armé, il ne peut en aucun cas y avoir de balles dans le canon. » Il s'adresse à Billy comme s'il essayait de raisonner un enfant. Billy se sent soudain un peu stupide. « Oh, mais pardonnez-moi, monsieur, c'est cette chaleur qui m'énerve. C'est vrai, quand on voit quelqu'un braquer un revolver sur soi, on peut pas s'empêcher d'imaginer tout de suite un tas de choses, voyez ?» Billy n'a qu'une hâte à présent, se débarrasser de cet homme. Il ne saurait trop dire pourquoi, mais quelque chose chez lui le met mal à l'aise. Il ne veut malgré tout pas manquer cette vente, qui représente un bon profit. « Alors, vous le prenez ?» demande-t-il. Je m'interroge. Je ne sais pas encore, répond l'homme. Je vais vous faire une proposition, insiste Billy qui cherche à se montrer convaincant. Voilà, si vous achetez le revolver, je vous laisse la boîte de balles à moitié prix. Vous êtes un homme très généreux, répond l'inconnu qui, levant de nouveau le canon du revolver pour le braquer cette fois sur l'estomac de Billy, l'arme avec son pouce. Billy ne peut s'empêcher de sursauter quand la détente claque avec un bruit métallique. « Ah, mais ça suffit maintenant !» s'exclame-t-il en tentant de s'emparer de l'arme. Mais l'homme écarte la main, un sourire moqueur étire ses lèvres. « Vous êtes bien nerveux, monsieur Wood. Nerveux et émotif. »« Mais qui ne le serait avec un revolver braqué sur lui ?» rétorque Billy. « Il ne s'agit pas d'un jouet, monsieur, c'est une arme dangereuse. Si vous êtes venu ici dans l'intention de vous amuser, vous vous êtes trompé de porte. Alors, rendez-moi ce revolver. » « J'ai décidé de l'acheter. »« Ah bon ? Dans ce cas, c'est différent. Mais j'ai d'abord une question à vous poser, monsieur Wood. Une question importante. »« Oui ? Laquelle, monsieur ?»« Supposons qu'après l'avoir acheté, je retourne chez moi et m'en serve pour tuer ma femme. »« Tuer votre femme ? Oui, ce sont des choses qui arrivent, pas vrai ? Il arrive que des hommes tuent leur femme pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas ? » « Vous vous sentez bien, monsieur ?» demande Billy. L'homme lui sourit de nouveau. Posons le problème différemment, si vous préférez. Supposons que j'emploie ce revolver pour tuer quelqu'un que je n'aime pas, par exemple. Désapprouveriez-vous cela ? Me vendriez-vous cette arme en le sachant ? Écoutez, je vous en prie, monsieur, rendez-moi ce revolver et allez-vous-en. Vous n'avez plus envie de me le vendre ? Mais que j'ai envie ou pas, mon métier est de vous la vendre. Je suis dans le commerce. Alors répondez à ma question. Bon, fait Billy exaspéré. En réalité, monsieur, je me moque de ce que vous ferez avec. Ça ne me regarde pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Absolument. Maintenant, est-ce que vous achetez ce revolver ? Oui. Je le prends. Billy sort son registre de vente et son stylo à billes. Penché sur le comptoir, il commence à inscrire les références de l'article, puis son prix. Il n'a pas posé le dernier zéro que le revolver, manié de main de maître, vient brusquement le frapper à la base du crâne. Billy Wood semble assez mal parti. Quand Billy reprend ses esprits, il découvre qu'il est ligoté sur la chaise à dossier droit de l'atelier attenant à la boutique, les bras tirés derrière lui, les poignets liés, serrés ensemble, les chevilles attachées au pied de la chaise,
une corde enroulée autour de la poitrine. L'homme se tient un peu à l'écart, appuyé contre l'établi, fumant calmement une cigarette. Dès qu'il voit Billy éveillé, il laisse tomber son mégot sur le sol et l'écrase du bout de sa chaussure. « Ça va mieux, est-ce que je vois ?» Mais Billy ne le regarde pas. Son attention est concentrée sur la table sur laquelle il lui arrive de déjeuner parfois. Elle a été déplacée et amenée devant lui à 1 mètre environ. Une boîte en bois y est fixée par 2 agrafes d'acier. Mais ce n'est pas cette boîte qui attire le regard de Billy. Elle ne sert que de support pour maintenir le revolver de calibre 45 dont le canon pointe vers son estomac. Une épingle d'acier sort d'une fente dans le couvercle de la boîte. Son extrémité est courbée en angle droit et insérée à travers la garde de la détente, conservant une pression contre celle-ci. « Que dites-vous de cela ?» demande l'homme. « Plutôt ingénieux, non ? Ça marche magnifiquement aussi, j'ai déjà essayé. À l'intérieur se trouve un réveil matin, une pile et un solénoïde. Quand le réveil sonne, il amorce le solénoïde qui appuie l'épingle contre la détente. Il y a 4 balles dans le chargeur et 1 dans le canon. Naturellement, le revolver tirera les 5 balles rapidement. « Mais pourquoi ?» demande Billy à la fois stupéfait et terrorisé. « Pourquoi voulez-vous me tuer ?» « Lisez-vous les journaux, Monsieur Wood ?» Billy hoche la tête et l'homme de poursuivre d'une voix pleine d'amertume. « Dans ce cas, Monsieur Wood, vous savez qu'une jeune fille a été tuée il y a quelques semaines. Violentée d'abord, puis assassinée par 2 jeunes voyous. C'était ma fille. »« Mais en quoi ça me concerne-t-il, monsieur ?» L'arme dont ils se sont servis a été achetée dans votre boutique. Billy déglutit avec difficulté. « Mais vous pouvez pas me tenir pour responsable de ce qu'ont fait ces voyous, monsieur. Comment pouvais-je deviner qu'ils allaient tuer... » Quelle différence, si vous l'aviez su. Une énorme différence. Vous pensez tout de même pas... Vous ne disiez pas cela tout à l'heure. Pardon ? J'ai suggéré tout à l'heure que je pouvais fort bien me servir de cette arme pour commettre un meurtre. Billy se force à sourire et déclare « Je savais bien que vous ne le pensiez pas, monsieur. » Comment pouviez-vous le savoir ? Vous n'êtes pas un homme à commettre un crime. Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? Oh, monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. J'éprouve de la sympathie pour vous. Non, croyez-moi, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable de ce qui est arrivé. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est à ces politiciens qui permettent aux voyous d'acheter des revolvers, et à ces juges au cœur tendre qui sont toujours si peinés pour les criminels. Ce sont eux qui sont à blâmer. Moi, je ne suis qu'un homme qui essaie de gagner sa vie, monsieur. Oui, un homme qui ne connaît que le profit. Écoutez, monsieur, écoutez. Me tuer ne changera rien, ne résoudra rien. Vous ne risquez que de vous attirer des ennuis, peut-être même de passer le reste de votre vie en prison. Non, soyez raisonnable. Détachez-moi, monsieur, détachez-moi et j'oublierai tout. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui ici. Sans même lui répondre, l'homme se penche sur sa mallette grande ouverte sur le sol dont il sort un rouleau d'adhésif. Il en déchire un morceau. Billy essaie toujours de l'attendrir quand l'homme le lui plaque sur la bouche avant de lui envelopper tout le bas du visage avec le reste du rouleau. Après s'être assuré que Billy ne peut plus proférer un son, l'homme recule et le regarde. Satisfait de son œuvre, il referme sa mallette, s'en saisit et marche vers la porte. Arrivé là, il se retourne vers Billy pour lui expliquer « J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Monsieur Wood. J'ai pris la liberté de suspendre l'écriteau fermé à la porte de votre magasin. Je préfère être sûr que personne ne viendra vous déranger. » La porte à peine refermée sur l'inconnu, Billy tente désespérément de se libérer. Tout d'abord, il veut déplacer la chaise de la ligne de tir, mais en penchant la tête, il aperçoit 2 pitons enfoncés dans le parquet de part et d'autre,
Une corde passée dans ses pitons et dans les barreaux rive la chaise au sol. Il peut tout au plus la balancer légèrement, mais la déplacer de façon appréciable est totalement impossible. Billy essaie alors de libérer ses poignets, mais la corde qui les lie est solide, et les nœuds aussi. Ses efforts le font halter. La bouche scellée par l'adhésif, il a du mal à respirer. Son visage tourne au pourpre. Durant quelques terribles minutes, il a l'horrible sensation de suffoquer. Au bout d'un moment, cependant, sa respiration redevient normale, presque. Il sent maintenant une douleur lancinante à l'endroit de son crâne où le revolver s'est abattu. Mais il l'oublie bientôt. À rester assis là, tel un animal pris au piège, il sent son regard irrésistiblement attiré par le revolver. Dans la pièce silencieuse, étouffante, qui ressemble à présent à une tombe, il entend le tic-tac du réveil à l'intérieur de la boîte qui compte les secondes avec une précision sinistre. À quelle heure doit-il sonner? À quel moment exact le petit trou noir crachera-t-il la mort? Des gouttes de sueur coulent sur le visage de Billy, ainsi que le long de sa colonne vertébrale, trempant sa chemise. Une mouche entêtée s'installe sur le bout de son nez, remuant les pattes, agitant ses ailes, avant de décrire un large cercle et de revenir se poser, cette fois sur sa joue. Billy fait une grimace. La mouche s'envole vers le plafond. Billy surveille ses circonvolutions avec appréhension. Comment se fait-il qu'en présence d'une catastrophe imminente, on puisse être agacé par un détail aussi anodin? Dans un sursaut d'énergie, Billy s'en prend à nouveau à ses cordes. Plus serré que jamais, elle lui laboure la peau. De grosses larmes roulent sur ses joues, se mêlant à la sueur. Tout son corps tremble convulsivement. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir, pas comme ça, surtout, ligoté comme un animal sans défense, à se demander quand la mort va le frapper. Le tic-tac omniprésent du réveil emplit toute la pièce et lui martèle le crâne. L'atelier possède bien une fenêtre. Malheureusement, cette dernière est fermée et ses vitres couvertes d'une poussière accumulée depuis des années. Elle donne sur un étroit passage que peu de gens empruntent. Mais même si quelqu'un venait à passer, quelle différence la ferait-il? Il ne peut pas crier, tout au plus pousser quelques gémissements à peine audibles. De l'extérieur, personne ne l'entendrait. De nouveau, Billy fixe le revolver. À la nuit tombée, le téléphone se met à sonner. Comme il ne peut pas décrocher, la sonnerie continue 1 minute ou 2. Qui cela peut-il être? Mina, sa femme, bien sûr. Oui, Mina, qui d'autre à cette heure-là? Elle téléphone toujours quand il n'est pas rentré à la maison à une certaine heure. Mina s'inquiète facilement. Elle appellera encore. L'espoir de Billy monte en flèche pour s'effondrer aussitôt. Mais non, mon Dieu, on est mercredi. Mercredi, jour où Mina rend visite à sa mère. Elle n'en reviendra que très tard. Trop tard. Le regard de Billy va du plafond au plancher et revient se poser inéluctablement sur le revolver. Les minutes s'écoulent. Le bruit du réveil heurte son cerveau comme un marteau, une enclume. Mina ayant téléphoné au magasin en rentrant, puis à la police, Billy est enfin délivré, tard cette nuit-là, par 2 policiers qui défoncent la porte. Découvrant le dispositif posé sur la table, il commence par tourner le canon du revolver en direction du mur avant de délivrer Billy. Mais ce dernier, ses cordes une fois coupées, reste plongé dans un état de semi-conscience. Il demeure immobile, les yeux grands ouverts fixés droit devant lui.
Un des policiers le secoue. « Allons, allons, Wood, remettez-vous, vous êtes sain et sauf, libre !» L'autre homme en uniforme se frappe la tempe du doigt. « Tu crois pas, Charlie, que je ferais mieux d'appeler une ambulance? »« Ouais, c'est mon avis. » Le policier marche déjà vers la porte quand son collègue, qui vient de soulever le couvercle de la boîte, l'appelle. « Hé, écoute un peu, y a rien là-dedans, rien qu'un vieux réveil matin, pas autre chose. »« Curieux? D'après toi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, hein? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? » Toujours muet, Billy les observe en dodelinant de la tête, le regard hébété. Ce type a sans doute été la victime d'un mauvais plaisant, mais il n'est pas prêt de s'en remettre, remarque finement le premier policier. La sonnerie retentit, lointaine, confuse. Dans l'état de torpeur où il se trouve plongé, Barnes croit d'abord qu'elle fait partie de son cauchemar. Mais comme elle persiste, il finit par se réveiller. Se traînant au bord du lit, il étend la main vers la table de nuit, cherchant à tâtons le réveil pour l'arrêter. Mais la sonnerie reprend de plus belle. Au prix d'un grand effort, Barnes parvient à soulever sa tête de l'oreiller, pensant confusément « le téléphone ». Il aspire une bouffée d'air, mais pris d'un haut le cœur, referme les yeux, luttant de toutes ses forces contre l'envie de vomir. Ah, c'est lendemain de cuite. De sa main droite, il se frotte la base du crâne, se pinçant les muscles du bout des doigts. La douleur lui paraît s'apaiser un peu. Rouvrant les yeux, il étend de nouveau la main et saisit le combiné. « Allô, oui ?»« Lieutenant Barnes ?» demande une voix d'homme au bout du fil. « Ouais, c'est moi. »« Ici, Grady. Le patron me charge de vous dire qu'il aura besoin de vous de bonne heure aujourd'hui. »« Quoi? Pourquoi faire? »« Oh, c'est une sale histoire, lieutenant. Cette nuit, la fille du chef de la police a été renversée et tuée par un chauffard. Ça fait un drôle de raffut dans la maison, je vous prie de le croire. »« Ah, quel jour sommes-nous » questionne Barnes. « Pardon ?»« Je vous demande quel jour nous sommes » répète Barnes d'un ton irrité. « Samedi. »« C'est mon jour de repos. Pourquoi est-ce que c'est moi que vous appelez ?»« Je fais ce qu'on me dit, moi, lieutenant. D'ailleurs, c'est comme qui dirait un cas spécial, hein, vu qu'il s'agit de la fille du chef de la police. Vous feriez mieux de venir, lieutenant, le patron est déjà là depuis 1 heure. » Barnes referme les yeux. Il s'efforce de chasser la douleur qui vient par vagues successives frapper sa rétine, son oreille, ses tempes. « Bon, j'arrive tout de suite, Grady, » dit-il avant de reposer le combiné. Il se redresse dans son lit et, baissant la tête, se masse de nouveau les muscles de la nuque. Quand il veut se lever, il est repris de nausée et doit sauter en bas du lit pour courir à la salle de bain où il se laisse tomber à genoux sur le carrelage devant la cuvette des WC. Tout tourne autour de lui. Des spasmes douloureux lui tordent l'estomac. Enfin, il peut vomir et son corps lui paraît du même coup se vider de toute substance. Seule subsiste la douleur. Barnes reste quelques minutes immobile, les yeux clos, puis, se relevant, va se mettre la tête sous le robinet du lavabo. L'eau froide qu'il laisse couler longtemps lui fait du bien. Il se redresse pour s'éponger le visage et le cou tout en s'accablant de reproches. Mais pourquoi diable est-ce qu'il continue à boire ainsi alors qu'il sait parfaitement qu'il tient pas le coup? N'aura-t-il donc jamais assez de volonté pour s'abstenir d'alcool? Il va s'asseoir sur son lit et se prend la tête dans les mains, marmonnant pour lui-même. « Ah, je vais être bon à rien aujourd'hui. Aussi a-t-on idée de convoquer un type dans ses jours de congé. Voilà ce que je gagne à être devenu un spécialiste. » Sur ces paroles amères,
Le lieutenant Barnes enfile sa chemise qu'il doit tirer un peu sur sa poitrine large et musclée pour pouvoir la boutonner. Barnes n'a pas son pareil dans la police pour dépister un chauffard. Ayant suivi les cours organisés par le FBI pour la formation d'officiers, il s'est classé premier de sa section. Très rapidement, il a su mettre en application et en pratique les connaissances acquises et s'est vu accorder de l'avancement pour avoir permis l'arrestation de 3 chauffards. Et il semble doué d'un 6e sens qui lui permet de retrouver en 2 heures à peine le propriétaire d'une voiture ayant causé un accident. Et voilà qu'on fait appel aujourd'hui à son habileté pour découvrir le conducteur criminel qui a pris la fuite après avoir tué la fille du chef de la police. Vêtu de son uniforme, Barnes sort en fermant soigneusement derrière lui la porte de son petit pavillon. Il descend les marches du perron et suit, comme un automate, l'allée étroite qui le sépare de la rue. Arrivé au bord du trottoir, il s'arrête, stupéfait. Sa voiture, qu'il gare habituellement là, devant la maison, n'y est pas. Est-ce qu'on l'aurait volée? Le lieutenant glisse la main dans la poche de son veston et en retire la clé de contact de sa vieille Ford. Il l'examine un instant, cherchant à se rappeler ce qui s'est passé au cours de la nuit. Il a dû rentrer en taxi, laissant sa voiture quelque part. Mais où? Il ne garde qu'un souvenir très vague de ses faits et gestes de la nuit précédente. Il a d'abord pris un verre chez Hal, avec des copains avant le dîner. Puis, la soirée s'est poursuivie dans une boîte de nuit de la 3e rue, et ensuite chez Herman, à moins que ce ne soit au club. Barnes se passe une main sur le front, s'efforçant de retrouver les noms de ses compagnons de devrée. Impossible. Il ne se rappelle pas non plus à quel moment il les a quittés pour rentrer chez lui. Quelle orgie! Quelle orgie! Se dit-il en riant avec indulgence. Heureusement, il a toujours dans ces cas-là le bon sens de prendre un taxi pour rentrer. C'est d'ailleurs aussi ce qu'il a de mieux à faire maintenant. Il marche jusqu'au coin de la rue, haile un taxi et s'assoit, le dos appuyé contre les coussins, les yeux fermés, tandis que le chauffeur se ferait un chemin au milieu de la circulation déjà dense. En arrivant au bureau, Barnes boit un café noir tout en examinant le rapport posé sur sa table de travail. « Voilà une bien vilaine affaire, Hal, » dit le capitaine Whitmer, qui l'attend dans son bureau. « Le chef est à moitié fou de chagrin. »« Les histoires de chauffards sont toujours moches, » répond Barnes sans lever les yeux de son rapport. « Ce type-là me dégoûte, et j'éprouve un réel plaisir quand je peux en coincer un. » Il appuie sur le bouton de l'interphone et ordonne « Jess, envoyez-moi immédiatement Hurley, Watkins. » Whitmer, les mains croisées derrière le dos, regarde par la fenêtre. La jeune fille sortait d'une réception de mariage et s'apprêtait à monter dans sa voiture. Elle a été projetée à près de 50 mètres. La porte s'ouvre et 2 hommes de haute stature en uniforme brun entrent dans le bureau. Barnes s'empresse de leur donner ses instructions. « Commencez à faire la tournée des garages, Hurley, » dit-il au premier. « Interrogez tous les mécaniciens de la ville et des environs. Vous pouvez disposer d'autant d'hommes que vous l'estimerez nécessaire. Faites convoquer par Jess ceux qui sont de congé aujourd'hui. Un conducteur responsable d'un accident et qui a pris la fuite a tendance à s'affoler. Et si la voiture a subi des dégâts, il se peut qu'il cherche à la faire remettre en état immédiatement. Occupez-vous d'abord des garages qui restent ouverts toute la nuit. Si l'individu que nous recherchons n'est pas très malin, il se peut qu'il ait pris peur et qu'il ait conduit son auto à réparer sans attendre le matin. En revanche, un type astucieux l'aura soigneusement caché, ce qui rendra nos recherches diablement difficiles. Mais tôt ou tard, il faudra tout de même qu'il ait recours à un garagiste. Donnez l'alerte partout, en ville aussi bien que dans la banlieue. D'après la façon dont la voiture a heurté la jeune fille, on peut penser que c'est l'aile avant droite qui a été endommagée. Hurley approuve de la tête et sort sans dire un mot. Quant à vous, Watkins, faites rechercher dans tous les parcs de stationnement les voitures ayant une aile amochée. Cette tâche doit primer aujourd'hui toutes les autres. Les agents qui assurent habituellement le service pourront s'occuper du centre de la ville, mais je tiens à ce que vous placiez des hommes en supplément dans toutes les sorties. Quant à moi, je vais tout de suite appeler le labo.
lieutenant Barnes semble avoir assez rapidement retrouvé tous ses esprits. Barnes décroche le combiné et forme un numéro sur le cadran du téléphone. « Allô, Manny, ici Barnes. Voulez-vous expédier immédiatement par express au FBI les petites écailles de peinture qui ont été retrouvées sur les lieux de l'accident? Demandez qu'on nous fasse connaître la marque et le modèle de la voiture d'où provient cette peinture, et précisez bien qu'il s'agit d'une affaire urgente. J'attends une réponse rapide. » Sans écouter la réponse, Barnes coupe d'un doigt la communication et, gardant le combiné en main, compose aussitôt un autre numéro. « Allô, Doc ?» questionne-t-il après s'être nommé. « À quelle vitesse estimez-vous que cette voiture pouvait rouler pour projeter cette jeune fille à 50 mètres, comme elle l'a fait? Hein? 80 à l'heure environ? Ouais. Bon, merci, Doc. » Il raccroche et presse le bouton de l'interphone. « Jess !» crie-t-il à l'intention de sa secrétaire. « Je voudrais que vous me retrouviez toutes les contraventions qui ont pu être dressées cette nuit pour excès de vitesse. » Ayant ainsi lancé l'action, Barnes se renverse contre le dossier de son siège, les mains pressées contre ses tempes. La douleur est toujours là, mais quelque peu atténuée. Il revient peu à peu à la vie. Et la soif intolérable qu'il éprouve toujours après une cuite s'est calmée. Il lance un coup d'œil en direction du capitaine Whitmer qui compulse le dossier posé devant lui. « On va passer un sale quart d'heure en attendant les nouvelles, » observe Barnes. « Vous avez raison. Cette affaire, ça n'est pas de la tarte, » approuve Whitmer qui se lève et s'approche de la fenêtre. « Mais il y a quelqu'un qui passe un bien plus sale quart d'heure encore. C'est le type qui a écrasé cette jeune fille. En ce moment même, il doit être drôlement inquiet. Il doit se mettre martel en tête pour essayer de ne pas se faire pincer. Mais qu'est-ce que ce sera quand il apprendra par les journaux de midi le nom de la personne qui l'a tué? C'est pour le coup qu'il commencera à se faire vraiment des cheveux. »« Mais ça me donne une idée, » s'écrie Barnes. Il saisit de nouveau le téléphone et compose le numéro de l'hôpital municipal. « Ici le lieutenant de police Barnes, mademoiselle, » dit-il à l'infirmière qui lui répond. « Pouvez-vous me dire si vous avez reçu, cette nuit ou ce matin, un coup de téléphone demandant des nouvelles d'une jeune fille victime d'un accident de la circulation? » Tandis que l'infirmière entreprend une recherche et s'absente un instant pour interroger ses collègues, Barnes tambourine des doigts sur la table, tout en observant Whitmer qui fait à présent les 100 pas dans la pièce. « Allô? Hein? Aucun? Tant pis. Merci, mademoiselle. » Whitmer quitte alors le bureau. « C'est l'heure de mon cours, » dit-il en sortant. « Si vous avez besoin de moi, lieutenant, n'hésitez pas à me faire appeler. » « De toute manière, je vous tiendrai au courant, capitaine. Ah, au passage, vous pouvez dire au chef que j'ai déjà pris toutes les mesures nécessaires pour retrouver le meurtrier de sa fille. » Resté seul, le lieutenant remue quelques papiers posés sur sa table de travail, puis se lève et va vers la fenêtre. Mais, une idée lui venant à l'esprit, il retourne décrocher le téléphone. « Allô, Wes? C'est moi, Barnes. Et moi, j'ai la tête grosse comme une courge, mon vieux, et j'arrive pas à garder les yeux ouverts. » Il rit plus fort, puis reprend. « Wes, t'es bien sorti avec moi cette nuit. Est-ce que tu te rappelles quel est le dernier endroit où on a été boire? Ah, c'est là que j'ai dû laisser ma voiture. Hein? Ah, tu l'as vu? Très bien. Ben, je vais envoyer quelqu'un la chercher tout à l'heure. » Barnes écoute encore un moment. « Tu dis que tu m'as quitté au largo? Mais comment diable avons-nous été finir dans cette boîte? Tu sais que je me rappelle plus de rien, moi. Hein? Toi, si. Hé, qu'est-ce qui s'est passé après notre visite au club? J'étais avec qui? Quoi? Une blonde? Fichtre, hein? Je me souviens absolument pas être sorti avec une blonde. Après un nouvel éclat de rire, Barnes repose le combiné. Les filets sont tendus, d'énormes filets à mailles très fines, destinés à prendre le chauffard qui, au volant de sa voiture, a tué une jeune fille avant de s'enfuir sans avoir été vu de quiconque. Mais, à la fin de la journée, les résultats demeurent négatifs et la pêche infructueuse. Le chauffard semble n'avoir laissé aucune trace.
Barnes quitte son bureau assez tard. S'apercevant qu'il a oublié d'envoyer chercher sa voiture, il appelle un taxi et s'y installe confortablement pour dresser son plan d'action du lendemain. Ne pas manquer de faire surveiller les parcs de stationnement situés à proximité des églises, se dit-il, car ce serait assez dans la manière d'un meurtrier d'aller à l'église un dimanche. En rentrant chez lui, le lieutenant se rend directement à la cuisine pour boire un verre, mais la bouteille qu'il découvre sur le rayonnage est vide. Il la jette dans la poubelle et sort par la porte de service menant au garage, où il a une caisse de whisky en réserve. Il va pénétrer dans le garage quand il s'arrête net. Stupéfait d'abord, puis pris d'une folle hilarité. Sa voiture est là. Je devais vraiment être saoul pour l'avoir rentré au garage, dit-il à voix haute. Je le fais jamais. Ce serait un peu comme ranger des gants dans leur coffret. Les copains vont bien se marrer quand je leur raconterai ça. Riant toujours, il se faufile entre la voiture et le mur pour atteindre la caisse de whisky posée sur une planche au fond. Mais le rire s'étouffe dans sa gorge et ses tempes se mettent à battre tandis qu'il regarde fixement l'automobile dont l'aile avant droite a été complètement enfoncée. Barnes s'accroupit et retire du bout du doigt un peu de sang séché. Effondré, il entend résonner en écho dans sa tête les mots qu'il a lui-même prononcés un peu plus tôt. En revanche, un type astucieux aura caché sa voiture. Il s'appuie contre le mur du garage et réfléchit un long moment, la tête entre les mains. Puis, tirant de sa poche la clé de la voiture, il la contemple fixement. Soudain, il fait claquer ses doigts avec satisfaction. Une idée lui vient. Il quitte le garage en fermant avec soin la porte derrière lui et pénètre vivement dans la maison. Avec une sorte d'enthousiasme, il prend le téléphone, compose un numéro et attend. « Ici le Largo !» dit une voix à l'autre bout du fil. « Appelez-moi Johnny, je vous prie. » Il attend encore quelques minutes qui lui paraissent très longues. Enfin, Johnny, le barman, vient à l'appareil. Ils échangent quelques plaisanteries à propos de la soirée, puis Barnes demande « Comment s'appelle donc cette blonde avec laquelle j'étais? J'arrive pas à m'en souvenir. » Johnny lui donne un nom qu'il inscrit sur son carnet. « Son adresse est dans l'annuaire, j'imagine. Parfait. Merci, Johnny. » Après avoir raccroché, il se met à feuilleter l'annuaire des téléphones en suivant du doigt la liste des noms. Trouve enfin celui qu'il cherche et en prend note. Il arrache la feuille de son carnet pour la fourrer dans sa poche et retourne au garage. Au volant de sa voiture, il parcourt en marche arrière la petite allée conduisant à la rue et se rend ensuite à l'adresse qu'il a notée en évitant bien sûr d'emprunter les voies trop fréquentées. Il s'arrête bientôt devant une maison et, après avoir vérifié que l'adresse est exacte, range sa voiture le long du trottoir. Il descend en laissant la clé sur le contact, puis marche un peu avant de héler un taxi à qui il donne l'adresse de son domicile. À peine rentré chez lui, il téléphone à la police. « Ici Barnes, passez-moi au Gland, je vous prie. » On le met en communication avec le service chargé de la circulation. « Allô, c'est toi, Bill? Écoute, figure-toi que j'ai prêté ma voiture cette nuit à une fille dont j'ai fait la connaissance au Largo. » Hoagland doit faire une remarque amusante car Barnes s'éclate de rire avant de poursuivre. Ah, ouais, je suis vraiment très grand seigneur quand j'ai bu un coup de trop. Généreux comme il n'est pas permis. Il donne le nom et l'adresse de la blonde et ajoute « Veux-tu envoyer quelqu'un prendre la voiture là-bas, je te prie? C'est une Ford noire, modèle 55. Merci, vieux. » Le lieutenant Barnes repose l'écouteur et va s'asseoir au salon pour attendre la suite des événements en sirotant paisiblement son whisky.